c'est-à-dire que le défini est arraché au contexte qu'il a donné accidentellement, condition d'avoir une place dans le texte gnoséologique qui argumente sur des essences intemporelles et sans circonstance, bien distinguées des récits et des discours de l'opinion. Le terme défini garde un seul sens qui permet d'argumenter de façon rigoureuse vers la polysémie qui est la gloire de la poésie et de la rhétorique. La traduction de Housia en deux noms, substance et essence en latin, a eu des conséquences dans la compréhension de la place du temps dans la pensée d'Aristote, en latin comme en Europe. D'une part, Lucia, à la fois substance et essence, implique le mouvement, donc essentiellement le temps. Elle est pensée de la génération, en termes heideggeriens, de la venue de chaque étant en la présence, au temps présent où elle durera jusqu'à périr, jusqu'à sa corruption. Donc elle est pensée de la génération et pensée aussi du changement. Altération, croissance, diminution, dépassement, tous des motifs essentiellement temporels. Or, c'était leur temporalité qui avait empêché Platon de penser les choses terrestres, en faisant des idées éternelles, des essences hors du temps, que la définition avait arrachées à leur contexte empirique. D'autre part, c'est l'accident, catégorie particulière d'un sujet, qu'il a mais pouvait ne pas avoir, venu de ce qui lui est arrivé. C'est l'accident qui reçoit la marque de la condition temporelle de Lucia substance à qui tel accident est arrivé. Ces accidents que les récits et les discours racontent, toujours singuliers, sont donc soustraits d'eux-mêmes à la connaissance philosophique ou scientifique selon les principes ou les causes. Ils relèvent du contexte que la définition a laissé tomber. Ce retour aux choses, leur usiae définie dans leur capacité de mouvement, a été ainsi plus ou moins effacé par la double traduction latine. L'intemporelle essence, devenue complice de l'éthos platonicien dans le Moyen-Âge, sera scindée de la substance réelle par le nominalisme. Elle sera l'origine lointaine de l'idée cartésienne au XVIIe siècle. La physique de Galilée s'est vouée au seul mouvement de déplacement et son laboratoire a évacué les 4 sens de cause d'Aristote en ne gardant que la motrice, la cause efficiente d'une boule de billard qui met en mouvement une autre au repos qu'elle vient secouer. Le principe d'inertie implique que l'on ne sache plus comprendre les finalités. Le vitalisme en biologie qui est venu jusqu'à la biologie moléculaire est le symptôme clair de cette ignorance moderne, fière de son déterminisme. À la question « Quelle est la finalité d'une voiture, d'un chien ?» l'inertie empêche de répondre. Bon, maintenant ce titre, le double lien est la déconstruction de la séparation, opposition, aussi accident. Essayons donc une phénoménologie de la circulation sur les routes. Chaque voiture doit bien avoir sa destinée. Presque tout l'appareil est construit en fonction de sa possibilité d'y aller, en tenant compte des courbes et carrefours des routes, mais aussi des autres voitures allant dans le même sens ou en sens contraire. Son anatomie est liée en toutes ses pièces en fonction de la loi du trafic, de la finalité du déplacement, qui peut être quelconque à chaque fois selon le choix du pilote. Ce serait un exemple de dystannérance. Un exemple simple. Une partie toutefois, le cylindre à explosion de l'essence,
est retiré de cette finalité. On peut dire que le moteur, il est aveugle par rapport à la route, il ne sert qu'à la causalité motrice. Selon toutefois une autre loi que celle de la circulation, la loi de la thermodynamique des gaz. Inconciliable les deux lois, comme il souligne que le cylindre soit inexpugnable, structuré de l'ensemble de l'appareil. D'ailleurs, est vrai aussi des moteurs électriques, de nos électrodomestiques, qui sont aussi structurés, tout à fait retirés du reste. Or, si l'on compare avec les voitures à chevaux qui ont occupé les voies pendant des millénaires, on se rend compte que la loi du trafic sur les routes étant en gros la même, de fil inverse selon le sens de la marche, tourner à droite ou à gauche, plus lent ou plus vite, freiner, mais que l'anatomie que cette loi commande est tout à fait différente. Le moteur n'est pas structuré, il coïncide avec le lieu de la finalité, c'est un animal, un automobile, lui, qui traîne le char et est guidé par le cocher avec ses rênes. Le cheval, avant, est capable de voir les autres chevaux en sens inverse, voire s'effrayer. De ce point de vue, les deux lois ne sont pas conciliables. Mais si le char a été inventé pour être traîné par des chevaux, ceux-ci, à l'envers, existent bel et bien par eux-mêmes, sans char et sans chevalier. Ceci peut permettre de comprendre en quoi a consisté la nouveauté de l'invention de la voiture. Ni moteur, ni appareil ne servent à rien tout seuls, n'ont point d'existence autonome. Leur indissociabilité est l'unité qui fait des deux lois, celle du trafic et celle de l'explosion de gaz structuré, un double lien, une machine. Il n'y a pas deux liens, mais un double lien, une machine. Cela a été l'invention de James Watt, la machine à vapeur. La chaudière cédant plus tard sa place au moteur d'exclusion et bien aussi au moteur électrique, avec une autre loi d'électrodynamique, qui joue partout dans le travail de n'importe quel électrodomestique. La machine moderne, une définition, est donc le double lien d'une loi physique concernant une structuration et d'une loi sociologique concernant un travail, inconciliable par structuration, indissociable l'unité du lien. La trouvaille de la phénoménologie que je propose a consisté en avoir repéré des doubles liens plus complexes chez les vivants, le langage, les tribus, la psychanalyse, en ménageant ensuite la physique-chimie d'une certaine façon, d'ailleurs fort polémique. Il s'agit de doubles liens toujours susceptibles de nouvelles complexités, des atomes aux molécules composées, puis aux graves et aux astres, des molécules à carbone aux unicellulaires, de ceux-ci aux arbres et aux mammifères, des tribus aux sociétés agricoles et leurs villes jusqu'aux métropoles contemporaines, des recettes et des mythes aux paradigmes scientifiques, philosophiques et d'autres corpus. Ces évolutions historiques fort lentes se sont jouées toujours selon des événements impossibles, des inventions, que des doubles liens doivent permettre en principe de penser. Ajoutons un exemple à celui de la voiture. Si l'on pense à un carnivore, on dira qu'il a un système de nourriture de toutes ses cellules, digestion, respiration, circulation, qui doit aller chercher des molécules à carbone en mangeant des herbivores qui doivent de même manger des plantes qui captent le carbone du CO2 atmosphérique. Un autre système de mobilité, un système de nourriture, et maintenant un autre système de mobilité
organes perceptifs, cerveau et les muscles des os, est poussé par le premier à la chasse de nourriture, selon les aléas de la scène écologique. De façon approximative, on peut dire que l'un sert de moteur à l'autre. Ces gènes et hormones étant aveugles sur la scène, ils sont donc structurés, doivent compter avec les organes de sensibilité, les organes d'un être au monde, pour accomplir leur fonction. Le cycle biologique du carbone permet de comprendre la loi de la jungle qui a présidé à l'évolution, inconciliable avec celle de l'autoreproduction de chaque animal, qui doit chercher d'autres vivants à manger et se défendre d'être à son tour la proie de plus fort au plus astucieux. C'est le grand énigme de l'évolution. Comment ça a marché, c'est tout à fait impensable. Il n'y a pas de logique. De même que la loi du trafic permet de comprendre l'anatomie d'un char à chevaux, d'une bicyclette et d'une voiture automobile, d'un camion, etc., de même la loi de la jungle permet de comprendre le pourquoi des anatomies des différentes espèces animales, invertébrées et vertébrées. Le double lien, et ça c'est aussi une question qu'on a vue tout à l'heure, le double lien signifie qu'il ne s'agit ni de pure structure, ni d'événements purs, mais de l'oscillation entre les deux. La résultante, si l'on peut dire en langage géométrique, de deux forces, lien, loi, créant une homéostasie, une stabilité instable à la prigogine. Je crois que ces deux exemples sommaires de la voiture et du mammifère sont suffisants pour comprendre comment les doubles liens ont renversé l'opération de définition d'où nous sommes partis, d'où est partie la philosophie occidentale. Celle-ci s'est fixée sur l'ousia de la chose coupée de son contexte, sur son dedans coupé de son dehors, coupé de ce que nous appelons environnement, ambiance, contexte et réalité. Ce que l'on ne connaît pas étant condition de connaissance de la substance et sens de la chose qu'on a définie, coupé de ce qu'il a donné, de ce qui lui a donné existence par un certain nombre d'accidents que l'on ne connaît pas non plus de façon gnoséologique. C'est ce que le double lien renverse, comme Zeit und Sein en anglais. On rend la loi de la scène, trafic ou jungle, et Reignix, comme ce qui rend compte des règles scientifiques que l'anatomie de la voiture ou de l'animal doit suivre. La différence des espèces immotivées, à la façon de celle des langues en linguistique saussurienne, montrant bien que cette détermination des anatomies par la loi de la circulation de la scène n'est point déterministe. C'est le dehors qui a la primauté gnoséologique sur le dedans, renversement de la définition, car permettant de connaître aussi les règles de ce dehors en tant que scène, sans aller jusqu'à la connaissance des accidents singuliers, cette connaissance restant la chance des humains, de leur récit et opinion, décision aussi des chemins à parcourir, comme le mammifère peut édifier son abri et le chauffeur choisir la rue où se diriger.